À la une de l'actualité ce soir, un passeport panafricain, un projet de l'Union africaine lancé hier à Kigali au sommet des chefs d'État de l'Union. Pour ses initiateurs, ce passeport panafricain pourrait garantir à son détenteur l'entrée sans visa, le séjour et la libre circulation des citoyens africains à travers les 54 États du continent. Dans cette édition, le témoignage de la cérémonie de lancement de nos envoyés spéciaux. Et puis le Kénédougou, réputé à son tour être le verger du Burkina, connaît en ce moment une mévente de la mangue produite dans la région. Les producteurs ne savent plus quoi faire de la surproduction. Conséquence, les mangues pourrissent dans les champs. Impuissants face à la situation, les producteurs se tournent à présent vers l'État. Constat sur place dans ce journal. En cette saison des pluies, il n'est plus rare de voir des enfants dans les champs aux côtés de leurs parents pour des travaux champêtres. Travail des enfants ou initiation à la profession de leurs parents, éléments de réponse à suivre dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Pour commencer donc des nouvelles du 27e sommet de l'Union africaine à Kigali, au Rwanda. Le président du Faso prend part à cette rencontre. À l'ouverture du sommet, le passeport africain a été lancé. C'est un passeport unique qui permettra aux pays africains, aux Africains de voyager dans les 54 pays de l'Union sans visa. La cérémonie de lancement se voulait symbolique. Idriss Déby Itno et Paul Kagame se sont vus remettre leur tout nouveau passeport africain par Nkono Zami Zuma. Sur place à Kigali, le compte-rendu de Olopoda. Kigali au Rwanda, la simple évocation de ce nom renvoie à l'image de l'atrocité que le pays a vécue en 1994 sous la dénomination de génocide rwandais, avec plus de 800 000 morts et de nombreuses violations des droits de l'homme. Des droits de l'homme dont le respect tient à cœur la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. À cette 27e session ordinaire, le président du Faso et ses pairs célèbrent le 30e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte africaine des droits de l'homme. Les chefs d'État veulent ici aller au-delà des mots pour envisager l'avenir d'une Afrique unie. Les hommes et les femmes, côte à côte pour bâtir l'Afrique dont le développement passe par la sécurité et la paix sur le continent, c'est la conviction des dirigeants des 54 pays membres de l'organisation qui pensent que la rencontre de Kigali va poser les jalons d'une Afrique prospère et affranchie de la tutelle de ses bailleurs. Et les tout premiers passeports africains délivrés ici à l'ouverture de cette 27e session des chefs d'État et de gouvernement sonnent comme une révolution pour l'Afrique de prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons affirmer notre indépendance et clamer notre souveraineté si nous ne pouvons pas prendre en main notre propre destinée. C'est pourquoi nous devons nous préparer en conséquence, en mobilisant nos ressources et en multipliant nos efforts pour riposter à toutes les menaces, y compris au terrorisme et à l'extrémisme violent. À cet égard, il est urgent de réfléchir sur la mise en place d'un fonds spécial dédié à la lutte contre le terrorisme. Les premiers bénéficiaires du passeport africain seront les chefs d'État et de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères et les diplomates. L'Union africaine espère voir les pays africains délivrer ce passeport aux citoyens ordinaires des différents pays membres d'ici à 2018. L'organisation nourrit aujourd'hui de grandes ambitions d'intégration économique et politique pour une libre circulation des personnes et des biens. Et à cette session, il est encore attendu plusieurs décisions fortes et engagements pour l'avenir de l'Union. À noter que le sommet s'est achevé cet après-midi à Kigali et les chefs d'État africains réunis à ce 27e sommet de l'Union africaine ne sont pas parvenus à désigner un successeur à la présidente de la commission Nkosazana Dlamini Zuma. Et cette élection a été reportée en janvier prochain. Aucun des trois candidats en lice, l'équato-guinéen Agatipo Mba Mokui ou le botswanais Venzo Moutoua et encore moins Vandira Kabuzi Lugandais n'ont obtenu la majorité des 2 tiers nécessaires.
Sortie de promotion à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, la QV 2016, composée de plus de 1700 agents, a pris comme nom de baptême patriotisme et engagement citoyen. Ces agents nouvellement en sortie ont la tâche sur le terrain de respecter et de faire respecter l'autorité de l'État à un moment où on en a ardemment besoin ici au Faso. C'est le Premier ministre Paul Kaba Thieba qui a présidé cette sortie de promotion. Témoignage de Aboubakar Sagnon. En costume ou en toge, les énarques QV 2014-2016 célèbrent la fin de 2 ans de formation. Au moment où le Burkina Faso s'apprête à faire de profondes réformes pour la modernisation de son administration, le Premier ministre a invité les futurs fonctionnaires au respect de l'éthique et de la déontologie et à servir l'intérêt général. En développant et en mobilisant vos compétences, vous pourrez utilement conseiller, proposer et mettre en œuvre les politiques auxquelles vous serez associés et mieux servir ainsi notre pays. Forte de 1786 élèves, la promotion a pour nom de baptême patriotisme et engagement citoyen. Le parrain, l'ambassadeur des États-Unis ici représenté, a appelé ses filleuls à faire siennes les valeurs d'intégrité et de dignité. Vous devez contribuer à bâtir des institutions fortes. Vous devez apprendre à penser de façon critique et à développer des habitudes de civisme, honnêteté, de patriotisme et de sens du devoir bien fait. Pour le directeur général de l'ENAM, l'école a besoin d'infrastructures et de réformes pour mettre à disposition de l'État des agents de qualité pour une administration plus performante. Les nouveaux commis de l'État, quant à eux, comptent s'investir pour la satisfaction des besoins des usagers de l'administration. Dans un contexte où la justice fait l'objet d'attaques multiformes, il n'est pas du tout aisé d'enfiler la toge de magistrat. C'est donc un défi énorme que nous avons. En plus d'être major, il faut dire qu'on sera suivi avec un œil particulier. Je crois qu'on est vraiment bien formé, on a des compétences, donc on va apporter notre contribution au développement socio-économique du Burkina Faso. Chantal Boni-Nigna, actuelle secrétaire générale de la présidence du Faso, a été désignée personnalité énarque de l'année. Ce prix distingue un ancien de l'ENAM qui s'est illustré positivement dans sa carrière professionnelle. Et puis avant de poursuivre cette information, à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la session du comité régional de pilotage du projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, placé sous le très haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à la salle Wango de l'hôtel Laïko à Ouaga 2000 le mardi 19 juillet à partir de 9h. Leur limite d'arrivée est fixée à 8h30 et c'est signé le directeur général du protocole d'État, l'ambassadeur Raymond Balima. Après le coup d'État militaire avorté ce vendredi soir en Turquie, l'ambassadeur de Turquie au Burkina Faso était face à la presse ce lundi. Il a profité de donner sa lecture des faits qui ont fait au moins 290 morts à Ankara et à Istanbul. Le diplomate turc a évoqué également avec les journalistes burkinabés les nombreuses arrestations en cours suite à ce coup d'État manqué. On fait le point avec Paul-David Bambara et Draman Guéné. Le diplomate turc qui qualifie ce coup d'État d'acte terroriste. Ce qui s'est passé le vendredi soir est vraiment lamentable. Ça ressemble plus à une action terroriste qu'à un coup d'État. Il y a eu des chars qui ont marché, qui ont roulé sur des gens. Ce n'est pas l'armée même, c'est une faction au sein de l'armée, c'est une minorité. Ils appartiendraient à une organisation dirigée par un prédicateur turc en exil aux États-Unis depuis 1999. Notre président, notre premier ministre, le gouvernement, les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie et le peuple turc ont tous ensemble vaincu cette tentative de coup d'État et ont résisté pour la démocratie et la primauté du droit. Les terroristes seront punis conformément à la loi. Et puis, l'Organisation mondiale des douanes organise depuis ce matin à Ouagadougou un atelier sur les règles d'origine. Pour faire simple, les règles d'origine sont des critères permettant de déterminer le pays d'origine d'un produit.
À Ouagadougou, donc, les participants à la rencontre sont venus d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest pour bénéficier de 5 jours de formation. Ils doivent maîtriser les notions relatives à l'origine préférentielle des marchandises pour appliquer au mieux les tarifications requises. Explication d'Ama Koulibaly. Connaître l'origine des différentes marchandises afin de leur appliquer la législation tarifaire qui sied le mieux. Voici l'objectif de cet atelier régional de l'Organisation mondiale des douanes OMD sur les règles d'origine. L'origine intervient beaucoup dans le calcul de la valeur en douane, parce que c'est cette valeur qui détermine les droits et taxes à payer. Et donc, si les agents maîtrisent les règles spécifiques de l'origine, ils pourront percevoir le maximum de recettes pour nos administrations douanières. On peut prendre en exemple les préférences, parce que vous savez, l'origine des produits, il peut y avoir un désarmement tarifaire. On peut payer moins parce que ça vient des pays de l'UEMOA et payer plus quand ça vient des pays hors UEMOA. Venus de plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, les participants ont 5 jours pour se familiariser avec les concepts relatifs à l'origine des marchandises. On va parler beaucoup des concepts de base des règles d'origine. Qu'est-ce que c'est les règles d'origine? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces règles? Et puis on va parler en particulier sur l'accord de partenariat économique entre la région et l'Union européenne, pour que les administrations dans la région connaissent bien les règles et que les pays bénéficient bien de l'accord qu'ils ont signé avec l'Union européenne. Les règles sur l'origine devraient permettre de booster l'intégration régionale du fait des tarifs préférentiels accordés à certains types de marchandises. Ouagadougou, réputé pour ses 2 roues, a vu s'installer ces dernières années des usines de montage de motos. Des usines qui fonctionnent souvent dans des conditions difficiles. Pour amener les autorités à s'imprégner des réalités de cette industrie, quelques unités ont organisé une visite guidée pour les responsables du ministère du Commerce et de l'Industrie. L'objectif est aussi d'amener les autorités à voir clair dans la situation de ces usines dans le but de les assainir. Mokhtar Ouedraogo, Mounira Kéré. Fraude et concurrence déloyale sont les préoccupations soulevées par ces sociétés au cours de cette visite. Une visite effectuée par une délégation composée des agents du ministère en charge de l'industrie et des directions générales des douanes et des marchés publics. L'objectif est de s'enquérir des conditions de travail des unités de montage de motocyclistes. Cette préoccupation qui ressort à tout instant, à savoir qu'il y a la concurrence déloyale bien sûr, il y a aussi d'autres questions problématiques qui se posent. On va relever, n'est-ce pas, donc leurs différentes préoccupations, les recenser et les faire remonter à la hiérarchie. Watam SA, Junsheng Moto, EWIF WP et N-Move sont les unités visitées. Des sociétés qui espèrent que le secteur sera assaini et débarrassé des fraudeurs. Nous pensons que cette fois-ci, le gouvernement est engagé et nous pensons qu'ils peuvent prendre des mesures fortes pour effectivement lutter contre la concurrence déloyale et la fraude. Aujourd'hui, quand vous regardez en ville, vous voyez des montages sous les arbres, c'est-à-dire des produits qui viennent déjà finis et qui bénéficient aussi de la catégorie industrielle. Chacune de ces unités emploie en moyenne une trentaine de permanents, mais les conditions sécuritaires de travail ne sont pas réunies. Une rencontre entre les promoteurs et l'administration publique est envisagée afin d'apporter des solutions aux préoccupations pour un meilleur développement du secteur. Ce soir, le Kénédougou, réputé à son tour être le verger du Burkina, connaît en ce moment une mévente de la production de mangue de la région. Les producteurs ne savent plus quoi faire de la surproduction. Conséquence, les mangues pourrissent dans les champs. Impuissants face à la situation, les producteurs se tournent à présent vers l'État. Constat sur place avec Moumouni Baro. De plus en plus, la production de mangue dans la cité du verger connaît une augmentation grâce à l'extension des superficies et à l'introduction de nouvelles variétés. Des variétés dont la plupart arrivent à maturité en pleine saison pluvieuse et coïncident avec l'apparition des mouches de fruits et autres parasites nuisibles. Conséquence, les mangues sont attaquées, causant ainsi d'énormes pertes chez les producteurs. Ici, il n'y a pas ce producteur cette année qui n'a pas perdu près de 5 tonnes, 4 tonnes dans son verger. Ce grand manguier peut nous donner peut-être 3 tonnes comme ça. Mais aucune mangue qu'on a pu récupérer sur ce manguier.
Sur la question de la lutte contre les mouches de fruits et autres fléaux, les producteurs mènent des actions à travers un processus de renforcement technique. Mais jusque-là, le combat est loin d'être gagné car l'on constate l'absence d'une synergie d'action au sein même des producteurs. Les parasites qui quittent chez le voisin rentrent donc de l'autre côté dans l'autre verger. Il faut que ce soit un travail vraiment de groupe, d'équipe, et que l'ensemble donc des producteurs acceptent et mettent donc en pratique donc cette technologie recommandée. Les propriétaires des vergers évoquent également un autre type de problème. Pas d'infrastructures routières adéquates pour faciliter l'écoulement des produits de la campagne vers la ville. Les routes là ne sont pas en bon état. Donc pour que les camions se déplacent, arriver ici, c'est tout un problème. Donc il y a certains coxeurs qui demandent d'amener des mangles en ville. Si tu n'as pas ta propre charrette, donc ça devient un peu compliqué. La production qui échappe à l'attaque des mouches est acheminée vers les différents centres de collecte. Mais pour les acteurs de la filière mangue, ce n'est pas encore le bout du tunnel. Nous partons les chercher en brousse au nom des grossistes. Souvent, ils ne viennent pas et les mangues pourrissent. Avec des crédits qu'il faut rembourser, c'est pas facile. Les unités de transformation de mangue implantées depuis quelques années à Orodara absorbent une partie des fruits, même si elles restent infimes. La dafanée est là. Même si on gagne 3 dafanés ajoutés à celui d'ici, que ça fait 4 dafanés, on peut dire même que ça ne peut pas finir la production. Vraiment, il faut des unités de séchage, en tout cas pour nous satisfaire. Sinon, vraiment, il y a la production. Pour ce qui est de la transformation, je dirais que nous montons un peu en puissance. La première année, c'était un essai parce que on voulait voir si ça pouvait marcher. La deuxième année, l'année passée, nous avons produit environ 8 à 10 tonnes. Et cette année, nous envisageons au minimum 18 à 20 tonnes. Pour sauver la filière mangue, la réduction du taux d'infestation des vergers sonne comme un impératif. À ce titre, quelques vergers pilotes font l'objet d'un accompagnement en termes de traitement et de suivi. Notre chance aujourd'hui est l'INERA et le ministère de l'Agriculture, à travers donc, un projet de la CEDEAO, est en train de mettre en place des vergers pilotes. Le projet donc a ses débuts. Nous avons au moins un verger pilote dans la zone de Koloko. Avec l'évolution de ce projet, nous aurons un maximum de vergers avec le temps qui pourront être certifiés. La province du Kénédougou produit à elle seule environ 25% de la production totale, soit environ 250 000 tonnes. Je vous le disais en titre également, cette saison des pluies, il n'est pas rare de voir des enfants travailler dans les champs aux côtés de leurs parents pour des travaux champêtres. Travail des enfants ou initiation à la profession de leurs parents. Draman Dadian s'est intéressé à la question. Il est allé à la rencontre d'une famille de cultivateurs à Nadio dans la Sicile. Images et commentaires. Son champ de coton au stade de l'éveil, Salif Nia et ses enfants mettent à présent les bouchées doubles pour labourer les 7 hectares prévus pour le maïs, situé juste à côté. Nous sommes à Nadion, dans la Sicile. Faisal, 9 ans, est en cours préparatoire 2e année CP2. Son grand frère Eskandar, lui, a jeté l'éponge au CE1 au profit des travaux champêtres. Quand j'étais à l'école, le maître aimait me chicoter. Ici au champ, ce n'est pas le cas et moi je préfère cultiver. Pour son père, il n'y a pas de doute, l'agriculture nourrit son homme et il faut apprendre aux enfants à bien entretenir le champ. Même si vous inscrivez votre enfant à l'école, il faut toujours lui apprendre votre métier. C'est en quelque sorte de l'initiation. Un enfant qui ne sait pas cultiver ici au village, imaginez un instant qu'il échoue à l'école. Qu'est-ce qu'il va devenir? Probablement un voleur. Plus de 80% de la population burkinabé exerce dans l'agriculture et le plus souvent, les enfants travaillent aussi dans les champs, aux côtés de leurs parents. Et puis, bonne nouvelle pour les pays de la CEDEAO. 6 d'entre eux obtiennent une bonne note sur le plan rapport déficit PIB.
produit intérieur brut. Pour faire simple, ces pays ont connu ces dernières années une hausse de leur croissance économique. Mais il faut relever que les salaires qui sont versés dans ces pays ne reflètent pas parfois le niveau de leur économie. Cette lecture de la situation économique de la sous-région vient d'être faite ce matin à Ouagadougou au cours d'une rencontre d'experts. Témoignage de Draman Guéné. Des experts nationaux et de la CEDEAO réunis dans le cadre du mécanisme de la surveillance multilatérale apprécient l'évolution économique des États membres. Il ressort qu'en 2015, les performances économiques de l'espace CEDEAO sont mitigées. Les causes, le non-respect des normes de convergence définies au niveau sous-régional. Il y a 6 États qui ont pu respecter le critère du déficit qui doit être inférieur ou égal à 3% par rapport au PIB. Le Burkina ne respecte pas le ratio de la masse salariale, puisque pour un ratio qui est autour de 35, le Burkina se trouve à peu près en 2015 autour de 50. Ça veut dire que si vous enlevez cela, plus les charges de fonctionnement, il ne vous reste rien pour investir. Même le Libéria, qui assure la présidence du mécanisme, a aussi des défis à relever. Le Libéria a pu en fait se conformer à 3 critères, il reste 4. Et par rapport donc au deuxième critère, le Libéria également a pu se conformer à ces critères-là. Et bien, nous sommes conformes par rapport donc à ces critères et nous travaillons bien sûr pour aller de l'avant par rapport à cela. Au cours de cette rencontre de Ouagadougou, invite sera faite aux États membres de maîtriser les déficits et d'accroître les recettes. Il faut véritablement une cohésion sociale et c'est à partir de ce moment qu'on peut attirer les investisseurs et permettre justement d'accroître les recettes et de permettre au pays donc de renouer avec les sentiers de croissance et de respecter ces critères. Pour les 15 États membres de la CEDEAO, ce sont des normes à respecter pour une stabilité macroéconomique de l'espace et la création d'une union monétaire. De son côté, face au manque de ressources financières pour réussir ces projets, l'autorité de développement intégrée de la région du Liptako-Gourma à Alger, appelée communément Autorité du Liptako-Gourma, développe des initiatives. Pour rationaliser donc la gestion du peu de ressources, l'autorité du Liptako-Gourma procède en ce moment même à Ouagadougou avec ses experts à la programmation des investissements des pays membres. Explication, Moukounda Biri. Réunis à Ouagadougou, les experts en charge de la programmation des investissements des pays membres de l'autorité du Liptako-Gourma, que sont le Mali, le Niger et le Burkina, s'interrogent sur la pertinence de son portefeuille de programmes de développement établi il y a 10 ans. La structure sous-régionale est aujourd'hui confrontée à d'énormes défis, l'insécurité des productions agro-silvopastorales, la détérioration de l'environnement et le faible niveau de développement de l'énergie. Elle doit par ailleurs faire face aux menaces terroristes et aux trafiquants transfrontaliers. Et la rencontre de Ouagadougou commande, selon le directeur général de l'autorité du Liptako-Gourma, Seydouwa, l'entreprise de réflexion sur la mise en place d'un nouveau mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, ainsi que la consolidation de la paix et de la sécurité dans ces pays membres. Il s'agira par ailleurs pour ces acteurs d'approfondir la réflexion sur les actions à mener au sein des États membres pour améliorer la visibilité de l'organisation et par conséquent améliorer la mobilisation des ressources. Pour ce faire, Seydouwa a invité les experts à plaider pour la prise en compte des activités de la structure dans les programmes nationaux d'investissement public. Les réflexions vont durer 72 heures et devront aboutir à l'élaboration d'un programme d'action actualisé et pertinent en phase avec les priorités nationales. Ce 18 juillet est célébré dans le monde comme la journée internationale Nelson Mandela, encore appelée Nelson Mandela Day. Une journée pour commémorer la contribution de Nelson Mandela, militant de la cause anti-apartheid. Il est resté en prison plus d'un quart de siècle pour ses convictions. Et pour célébrer la journée au Burkina Faso, l'association pénitentiaire africaine vient d'inaugurer une aire de sport et de loisirs pour les détenus de la MACO, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Et c'était en présence de Urbain Benito Somé et de Tanga Robert Kafando. Ce sketch se tient à la cour de promenade du bâtiment annexe de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Il met en scène les conditions de séjour dans les établissements carcéraux au Burkina, des conditions améliorées par cet ouvrage qui permettra aux prisonniers de se mouvoir et de profiter de l'air et du soleil. On en avait vraiment besoin parce que le bâtiment contient plus de 1000 détenus
pour un bâtiment qui était prévu pour 400 détenus. Donc il va sans dire que la promiscuité et les conditions de détention sont difficiles. Une aire de promenade dans une prison pourrait paraître paradoxale, mais les questions de sécurité sont prises en compte, rassure le ministre en charge de la Justice. L'aire de promenade est destinée justement à recevoir les détenus pour qu'ils puissent prendre leur lit, mais en assurant les questions de sécurité. Parce que si on les laisse se promener dans la cour sans aucune précaution, il y a des risques d'évasion. Le projet porté par l'Association pénitentiaire africaine et financé par la coopération française à environ 40 milliards de francs CFA. Au-delà de la valeur qui est importante, moi ce que je retiens, c'est le côté très pratique, humain pour les prisonniers. La France est la patrie des droits de l'homme et les prisonniers sont aussi des hommes. L'inauguration de cet espace entre dans le cadre de la célébration du Mandela Day, une journée choisie par les Nations Unies pour rappeler la nécessité d'humaniser les prisons dans le monde. En culture, le retour des RIPO, les rencontres internationales de peinture de Ouagadougou, après 10 années de pause, une opportunité de promotion des expressions culturelles du Burkina, mais aussi des arts plastiques comme la peinture. Une cinquantaine d'artistes plasticiens donneront à voir plus de 200 toiles. Amadine Lalsaga. Ce sont environ 200 toiles qui sont exposées ici, à la Maison du Peuple, à l'occasion de la 2e édition des rencontres internationales de peinture de Ouagadougou, RIPO. À travers ces œuvres, les artistes plasticiens venus d'Europe, d'Asie, d'Amérique, du Moyen-Orient et d'Afrique interpellent sur le rôle de l'art et des artistes face aux exigences de la mondialisation. D'où le thème des RIPO 2016, contribution de l'art contemporain face au questionnement des équilibres mondiaux. Je suis content de constater que nous avons une participation assez intéressante puisque nous avons des artistes représentant 16 pays différents et différents continents. Je suis également content de voir les RIPO reprendre vie. Les RIPO se veulent un cadre de promotion d'artistes plasticiens, amateurs et professionnels selon la promotrice. L'acte 2 des RIPO se tient 10 ans après la première édition. Il y a eu pas mal d'embûches, mais aussi il ne faut pas faire l'art pour faire l'art. Je pense qu'il faut le faire au bon moment. Dans la vie, rien n'est acquis. Voilà. Donc ces 10 années témoignent de cela. Des expositions de toiles sont également prévues dans les centres Lucaré, Napambego et Nanego du 16 au 22 juillet 2016. Et puis au Maroc, le Festival du cinéma africain de Kouribga a débuté samedi. C'est une manifestation annuelle qui joue un rôle important dans la culture et la conscientisation des citoyens à travers le 7e art. Mathias Drabo et Kadi Sanogo sont nos envoyés spéciaux au Maroc. Compte rendu. C'est parti depuis ce samedi 16 juillet pour la 19e édition du Festival du cinéma africain de Kouribga au Maroc. Pour la cérémonie d'ouverture, un hommage a été rendu au cinéaste tunisien Tahar Cheria, décédé en 2010. Le film à l'ombre du baobab du réalisateur Mohamed Chalouf, qui a été projeté, est un portrait de ce monument du cinéma africain, fondateur des journées cinématographiques de Carthage. Ce festival est une opportunité pour les hommes du 7e art de découvrir des productions africaines, de se côtoyer et de profiter pleinement d'un programme riche et varié. Pour l'ouverture de cette cérémonie, écoutez, moi je suis content, c'était très, très chaleureux. Et je pense que l'hommage qui a été rendu à Tahar Cheria et à travers lui à Ousmane Sembène et à tous ceux qui ont été à la naissance du cinéma africain, je pense que c'est un hommage qui était vraiment mérité et qui pour nous tombait vraiment à point. Je pense que, tout est dit. Ce festival est africain, ancré en Afrique. Il est avec le FESPACO, avec Écran Noir, un événement très attendu. Durant une semaine, c'est au total 15 longs métrages qui seront projetés pour la compétition officielle. Un jury de 7 membres qui est présidé par le philosophe français Edgar Morin va départager les productions africaines.
On referme cette édition par la revue de presse des quotidiens ce lundi, des livraisons largement dominées par des sujets politiques. Revue de presse signée Abdourahmane Zongo. Le comité des droits de l'homme s'insurge contre le recadrage des Kogluego. Le dit comité révèle les dernières nouvelles du Faso, préconise plutôt le renforcement de la présence des forces de défense et de sécurité pour garantir justement la sécurité des habitants afin, je cite, d'éviter que les Kogluego se substituent à l'État et exécutent des missions de maintien de l'ordre. Ces Kogluego font aussi mauvaise presse dans les quotidiens L'Observateur et Le Pays, qui choisissent pratiquement la même une. Nous allons les démanteler, mais de façon intelligente. Allusion faite à un extrait des propos de Mathias Tanquano, l'intéressé affirme dans les colonnes des éditions Le Pays, « Dans un état de droit, c'est inadmissible que des groupes d'autodéfense se développent. D'ici 3 mois, poursuit-il, vous ne verrez plus un Kogluego attacher quelqu'un. Nous allons les démanteler de façon intelligente et sans mort d'homme, conclut le conseiller spécial du président du Faso. Au même moment, le Burkina Faso et le Togo renforcent les coopérations sécuritaires à travers une rencontre entre les 2 ministres de sécurité, relate le journal Le Quotidien. L'objectif est de fédérer les efforts en vue de prévenir et de combattre l'insécurité. En sport, le RCK est maître de son temps, rapporte Notre Temps, car sacré champion à une journée de la fin du championnat national de 2-1. Les Faucons, grâce à leur victoire de 3-1 contre les fonctionnaires de Bobo le week-end dernier, remportent ainsi et de nouveau le titre après 2005. C'est la fin de ce journal. Jacques Lamissa Tarpaga vous retrouve pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.